Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur le financement des formations pour les écoles de musique associatives. Je suis Marie-Aline Bayon, directrice et formatrice à Solar Music Lab et je suis en compagnie de Michel Gallego, qui est coordinateur et formateur au sein de notre structure. Pour se présenter rapidement, nous sommes une association loi 1901 située à Saint-Étienne dans la Loire. Et nous avons deux parties, une partie école de musique et une partie centre de formation professionnelle, avec un projet dédié à la transmission de la musique par l'utilisation des outils numériques. Alors pourquoi nous organisons ce webinaire aujourd'hui, qui n'est pas dans le cadre de notre cœur de métier, hein, puisque nous travaillons plutôt sur le numérique? Eh bien tout simplement parce que nous avons fait le constat, depuis l'ouverture du centre de formation professionnelle en 2021, d'un grand manque d'informations au sein des écoles de musique associatives sur les possibilités de prise en charge des formations professionnelles et plus largement sur le cadre de la formation professionnelle et notamment les obligations qu'ont les employeurs vis-à-vis de leurs salariés à ce sujet-là. Donc, on va balayer les points les plus importants pour que vous ayez un niveau d'information qui soit intéressant, en partant du cadre législatif jusqu'à réaliser une prise en charge de formation sur une e-formation. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Vos micros sont volontairement coupés puisque nous enregistrerons ce webinaire pour permettre un replay aux personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Mais donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et vous pourrez les poser en direct à la fin du webinaire. Donc, on va commencer par le cadre juridique de la formation professionnelle en France. Alors, avec les lois principales, hein, la formation professionnelle se met véritablement en place à partir de 1971 avec une première loi créée par Jacques Delors, qui porte son nom, la loi Delors, et qui marque le début de l'obligation pour les employeurs du secteur privé de participer au financement de la formation professionnelle de leurs employés. Dans les années 80, une seconde loi apparaît qui s'appelle Loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc on a cette notion maintenant du salarié qui va se former et non plus rentrer dans un poste de travail et puis rester sur quelque chose de figé. On va accompagner le développement de ses compétences. Donc tous les salariés, à partir de là, ont droit à la formation professionnelle, quel que soit leur statut, qu'ils soient en CDD, qu'ils soient en CDI, etc. Et il y a la création du CIF, donc le congé individuel de formation. Au début des années 2000, les choses se structurent davantage. En 2004, on a une réforme, hein, c'est quand même 20 ans plus tard. Il y a eu des amendements, des choses qui ont évolué au niveau de la loi, mais rien de majeur avant ça. On a une réforme de cette loi de 1984, où là, on donne plus de possibilités aux salariés, avec la création de ce qui s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Donc, chaque salarié cumulait un certain nombre d'heures par année et pouvait les utiliser en une certaine mesure pour se former sur des formations de son choix. En 2009, seconde réforme, on simplifie les financements, l'accès au financement, notamment par la mise en place des OPCA. Et puis on commence à renforcer notamment ce qui concerne l'apprentissage avec les régions qui financent davantage, qui contribuent davantage à la formation professionnelle. 2014, nouvelle loi, cette fois-ci, formation professionnelle, emploi et démocratie sociale. Le DIF disparaît, il est remplacé par ce fameux CPF, dont vous avez forcément tous entendu parler, hein, donc le compte personnel de formation. Et puis on arrive à 2018, qui est une loi majeure, et qui est la loi qui est actuellement en vigueur, et qui transforme plus profondément l'accès à la formation professionnelle et le paysage de la formation professionnelle. C'est donc la loi pour la liberté de choisir un avenir professionnel. Donc déjà, rien que dans la formulation, on voit un changement, hein, on donne plus de volonté et quelque chose de plus large pour les salariés. Alors, qu'est-ce que ça change, cette loi? Qu'est-ce qui est important de retenir? Déjà, l'apprentissage est mise en avant
par une simplification des démarches. C'est plus simple de prendre quelqu'un, un apprenti ou un alternant dans sa structure et la rémunération aussi de l'alternant et de l'apprenti est revalorisée. Donc c'est plus attractif pour les personnes qui ont envie de se former comme ça et c'est le gage pour un employeur, d'avoir quelqu'un à la sortie qui va être, à l'aise sur son poste de travail et qui pourra être, embauché. Le CPF, lui, évolue un peu. On a une monétisation des heures, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser soit en heures, soit en crédit. On peut transformer dans une certaine mesure aussi les heures en crédit directement. Et le catalogue des formations accessibles est plus large. Alors, pour rappel, pour pouvoir solliciter son CPF, il faut aller sur le site et regarder dans le catalogue directement les formations éligibles, qui sont les formations qui correspondent à des certifications professionnelles, donc les titres RNCP et les titres répertoires spécifiques. La création de France Compétences, avec cette loi, intervient. France Compétences, c'est une instance nationale qui gère un peu la plus grande partie du panorama de la formation professionnelle. C'est elle qui gère justement le RNCP et le répertoire spécifique, c'est-à-dire qui valide les certifications professionnelles en France, qui les renouvelle ou ne les renouvelle pas, et qui veille à la bonne application de toutes ces dispositions, que ce soit le CPF, que ce soit Calliope, dont on va en parler, et tout ça. Cette loi, elle facilite aussi les prises en charge. Alors, il y avait un très grand nombre d'OPCA, qui étaient les opérateurs de collecte et de redistribution des fonds. On n'a plus que 11 OPCO, opérateurs de compétences. Et c'est plus facile aujourd'hui de faire une prise en charge, que ce soit pour le salarié ou que ce soit pour l'employeur, dans le cadre de cette loi. Le salarié, il a aussi maintenant accès au dispositif de transition professionnelle. C'est ce qui s'appelle le dispositif Pro-A. Donc, on peut se reconvertir plus facilement dans ce cadre ou aussi par alternance. Donc, c'est un changement assez majeur. Et puis, le gros changement pour les organismes de formation, c'est le label Calliope, donc le label qualité d'État, qui est venu remplacer ce qui s'appelait Datadoc, qui était une procédure de validation de la qualité déjà des organismes, mais qui était déclaratif. Il suffisait de remplir un dossier en ligne, et voilà, si on donnait des justificatifs, on pouvait être datadocké et être répertorié. Aujourd'hui, Calliope est obligatoire depuis janvier 2021 pour que les formations qu'on propose puissent être prises en charge pour les gens qui les demandent. C'est beaucoup plus complexe parce que ce label s'obtient par un audit. Donc là, voilà, les auditeurs vérifient véritablement ce qui est fait, toute la démarche qualité. Il y a un référentiel avec un ensemble de critères, c'est très précis. Et voilà, les organismes de formation qui ne disposent pas de ce label Calliope ne sont pas référencés par les OPCO et ne peuvent pas voir leur formation financée pour les personnes qui les demandent. Donc c'est une loi qui est assez complète et qui a permis pas mal d'évolution, de structuration, de professionnalisation autour de la formation professionnelle. Donc l'employeur, tous les employeurs du secteur privé, on parle des entreprises au sens large du terme, mais les écoles associatives, les associations loi 1901 qui sont employeurs, elles ont les mêmes obligations. Et bien dans ce cadre, elles doivent remplir différentes obligations. La première, c'est la contribution au financement de la formation professionnelle. Alors ça paraît évident dit comme ça. Aujourd'hui, c'est l'URSSAF qui collecte mécaniquement la contribution, mais jusqu'à récemment, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que c'est comme ça, certains employeurs arrivaient à éviter de contribuer, ce qui était tout à fait illégal. L'employeur doit aussi informer, il a une obligation d'information de ses salariés, à la fois sur le CPF, à la fois sur les dispositifs de formation professionnelle qui sont accessibles. Dans certains cas, il doit également contribuer pour les formations qualifiantes au CPF pour que les salariés puissent y avoir accès. Il a 2 autres obligations qui sont majeures. C'est celle de disposer d'un plan de développement des compétences. On y reviendra après, on va expliquer tout ça en détail. C'est-à-dire un plan de développement des compétences de ses salariés, c'est une projection sur voilà, quelles sont les compétences dont on va en avoir besoin et quelles sont les formations qu'on projette de faire. Et l'obligation de l'entretien professionnel annuel
Donc tous les 2 ans dans la convention éclat, vous devez réaliser un entretien sur voilà, comment ça se passe au sein de la structure, au sein de son travail, et quels sont les souhaits, les besoins de formation. Et tous les 6 ans, vous devez effectuer un récapitulatif du parcours professionnel que le salarié a effectué durant ces 6 années. Donc, vous voyez, moi, j'ai mentionné tous les articles du Code du travail. C'est vraiment inscrit dans la loi. On sait que parfois les associations, notamment les associations de petite taille, n'ont pas forcément conscience de ces obligations-là. Pourtant, le plan de développement des compétences et les entretiens professionnels annuels, c'est une obligation et c'est vraiment très important et pour la structure et pour les salariés. Alors, il y a des sanctions possibles en cas de non-respect de ces obligations, notamment des amendes administratives ou des redressements de contributions, si vous avez réussi à ne pas verser vos contributions sur la partie légale, ce serait difficile d'y échapper maintenant, mais si vous faites des fausses déclarations, par exemple, et des choses comme ça, vous êtes passible vis-à-vis de l'URSSAF d'amendes administratives, ce qui peut être assez lourd. Il y a des sanctions spécifiques pour le non-respect de l'entretien professionnel annuel. Donc, c'est une disposition du Code du travail. Si vous ne réalisez pas les entretiens professionnels annuels, vos salariés peuvent se retourner contre vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez être condamné à abonder le CPF du salarié ou des salariés concernés en compensation. Donc, ça peut représenter des sommes importantes. C'est-à-dire qu'on part du principe que si vous n'avez pas mis en place cet entretien professionnel, donner la possibilité aux salariés d'exprimer leurs besoins en formation, fait un point, etc., eh ben, vous pouvez être redevable en compensation de l'abondement de leur CPF. Et enfin, c'est plus indirect, mais dans des cas de litige avec des salariés, si vous n'avez pas rempli ces obligations, selon le litige, ça peut rentrer dans le cadre d'arguments mis en avant par le salarié. On pense par exemple à un accident de travail, ou dans le cadre de licenciement pour insuffisance professionnelle. Si vous n'avez pas mis en place d'entretien professionnel annuel, si vous n'aviez pas de plan de développement des compétences, le salarié en face peut dire, attendez, vous voulez me licencier pour insuffisance professionnelle, mais vous n'avez jamais voulu entendre mes besoins en formation, vous n'avez rien mis en formation nous concernant, voir s'il y a eu un accident, ben, je n'ai pas été formé sur ce qui était nécessaire pour que cet accident n'arrive pas. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, ça ne va pas arriver tous les jours, vous n'allez pas avoir tous les jours un salarié qui va se retourner contre vous pour ça, mais le jour où ça arrive, eh bien, ça peut être assez grave, assez dommageable pour tout le monde. Donc, le salarié a des droits en matière de formation professionnelle, c'est inscrit dans le Code du travail. Donc, l'accès au CPF et l'accès au CPF de transition professionnelle. Donc ça, c'est des dispositions plus récentes qui autorisent le salarié à mobiliser le CPF justement pour un projet de reconversion. Ils ont le droit de bénéficier des formations dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, si vous n'avez pas ce plan de développement des compétences, vous êtes hors la loi, entre guillemets, et en plus, vous empiétez sur les droits qu'ont les salariés, hein. Ils ont droit à faire une validation des acquis de l'expérience. Donc, il y a différents dispositifs pour mobiliser ça par rapport à l'OPCO. Et ils ont droit aussi au bilan de compétences. Donc, vos salariés peuvent vous s'adresser à vous pour faire financer un bilan de compétences. Donc, tout ça est vraiment très, très important, hein, que vous soyez une association qui a 3 salariés ou au contraire qui en a 100, ce sont les mêmes obligations, c'est le même périmètre et c'est la même chose au regard de la loi. Comment s'opère la collecte justement des contributions? Donc, comme je vous le disais, jusqu'à récemment, c'était différent, mais depuis 2 ou 3 ans, je crois que c'est 2021 où ça a changé, l'URSSAF collecte mécaniquement via les déclarations qui sont faites par les DNS, hein, ce sont des cotisations globales, et il y a la formation professionnelle dedans. Donc ça, c'est un visuel de l'URSSAF, c'est ce que vous trouvez sur leur site. Donc l'URSSAF collecte toute la contribution légale auprès des entreprises, hein, ce qui concerne la formation professionnelle, les taxes d'apprentissage, etc. Et après, c'est par France Compétences que les enveloppes budgétaires sont redistribuées selon les mécanismes de formation, selon ce qui est financé en particulier. Et vous avez
une deuxième collecte, qui est la contribution conventionnelle. C'est-à-dire quand une convention collective s'applique à votre secteur, eh bien, si elle prévoit qu'il y ait une contribution à la formation professionnelle, vous devez cotiser aussi. Donc là, il y a des gens, on le sait, hein, qui malheureusement ne sont soit pas à jour, soit n'ont jamais cotisé à leur OPCO, hein, c'est-à-dire Uniformation pour nous. C'est l'OPCO de la branche éclat. Donc la branche éclat, c'est ex-animation, hein, c'est tout ce qui concerne les emplois du loisir, de l'animation, etc. Et c'est inscrit dans la convention collective. Donc, vous devez contribuer à cette collecte-là. Comment ça fonctionne? Alors, la contribution légale pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est 0,5% de la masse salariale et 1% à partir de plus de 11 salariés. Et là, c'est un peu la même logique, sauf qu'il y a des paliers. En dessous de 11 salariés, c'est 1,55 plus 0,10. Et vous faites une déclaration en fait, auprès d'Uniformation chaque année sur votre masse salariale et ils vous voilà, demandent l'équivalent par rapport à ces taux-là. C'est en fonction du nombre de salariés chaque année. Donc, si jamais certains d'entre vous ne sont pas à jour, je vous invite à vous mettre à jour très rapidement. Si, bien entendu, vous ne contribuez pas, vous n'allez pas pouvoir faire prendre en charge des formations. Et si vous n'êtes pas à jour, c'est la même chose. Donc là aussi, c'est des obligations qui sont conventionnelles. Dans certains mécanismes de subvention, par exemple dans le cadre des schémas départementaux, souvent, les départements conditionnent l'octroi de subvention à la bonne application de la convention éclat, et ça passe notamment par cet aspect-là sur la formation professionnelle. Maintenant, le plan de développement des compétences. Parce qu'on a vu tout le cadre légal, on a vu les obligations, les sanctions, les droits, comment c'est collecté. Le plan de développement des compétences, c'est quoi? Eh bien, c'est le dispositif qui est là en termes de ressources humaines pour s'assurer du bon développement et du bon maintien des compétences de ses salariés. Donc, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est l'adaptation au poste de travail. Vous pouvez être amené à recruter des salariés qui n'ont pas toutes les compétences ou qui ont des compétences mais qui rentrent sur un poste de travail un peu spécifique et qui ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Prenons l'exemple dans la musique, je ne sais pas, vous recrutez un enseignant, il a parmi son public un public spécifique, il doit travailler par exemple avec la petite enfance, ou travailler avec des personnes en situation de handicap, il ne possède pas ces compétences. Pour l'aider à s'adapter à son poste de travail et pouvoir mener à bien ces heures de cours-là, eh bien, vous allez inclure dans le plan de développement des compétences une formation qui lui permet de s'adapter. Ou je dis un salarié, mais ça peut être plusieurs. Le deuxième enjeu, c'est le maintien dans l'emploi. On sait que les contextes métiers évoluent. On n'a pas toujours les mêmes publics. On a des choses qui évoluent dans les schémas, dans tout l'aspect métier. Donc, pour que le salarié puisse continuer à être à l'aise dans son emploi, eh bien, le plan de développement des compétences, il intervient à ce niveau-là. Et le troisième enjeu, c'est le développement de compétences complémentaires. Hein, on est sur une vision plus prospective par rapport au projet d'établissement. Qu'est-ce qui est projeté? Qu'est-ce qu'on veut développer de nouveau ou d'un peu différent? Et comment la formation permet aux salariés de développer justement les compétences adéquates. Donc c'est vraiment assez important. On a des fois une vision un peu figée de la musique. Bon, voilà, on a passé des diplômes dans un conservatoire, ou voire on a un diplôme d'État, etc. Et c'est bon. Bah, en fait, non. Les techniques pédagogiques évoluent au fil des années, les publics évoluent, les besoins évoluent, et on ne peut pas se dire, bah, c'est bon, j'ai une formation de musicien au conservatoire, j'ai une formation pédagogique dans un pôle sup, un CFEDAM, etc. Et c'est OK pour tout le restant de ma vie. C'est pas vrai, et c'est le cas pour tous les métiers, hein. On a besoin de continuer à se former pour toutes ces raisons. Ce plan de développement des compétences, il est très très important. Comment on le constitue? Hein, vous avez 4 étapes importantes. Alors, le plan de développement des compétences, c'est aussi un document matérialisé dans lequel vous allez inscrire justement tout ce que vous projetez. Vous pouvez trouver des exemples facilement sur Internet. Il y a Exopé, qui est l'ex-CNEA, hein, Conseil national des employeurs associatifs,
qui propose aussi de la documentation, et d'ailleurs pas que sur le plan de développement des compétences, mais sur tous les aspects RH. Si vous n'êtes pas adhérent, ça peut être intéressant d'adhérer à Exopé. En plus, ils ont une assistance juridique quand vous avez des questions. Donc, ils ont notamment un modèle de plan de développement des compétences et de la documentation autour de ça. Donc, une méthodologie en 4 étapes. La première, c'est la phase d'analyse. Il faut que vous analysiez quels sont les besoins en compétences dans votre structure. Donc, ça passe par déjà évaluer quelles sont les compétences disponibles, hein, voilà, sur quoi tel professeur est compétent, d'identifier les écarts de compétences, c'est-à-dire entre ce que vous aviez projeté et puis les résultats, peut-être on peut mesurer que le professeur a peut-être des lacunes à tel ou tel sujet, ou lui-même vient vous dire, bah, moi je ne me sens pas à l'aise sur tel et tel sujet, j'aurais besoin d'aide, de me former là-dessus. Et puis aussi, quels sont vos enjeux au niveau de projet, vos projets d'établissement? Qu'est-ce que vous aimeriez développer et sur quoi vous savez que vous aurez des besoins sur du moyen long terme, en termes de compétences qui sont pour l'instant pas présentes au sein de vos structures. La deuxième phase, c'est d'élaborer le plan. Donc, c'est là où le document écrit il est important, hein. Vous allez vous projeter, donc définir quels sont les objectifs de formation. En général, on se projette sur 3 ans, c'est pas mal pour se rendre compte. Les projets d'établissement, eux, sont plus calibrés sur 5 à 6 ans, mais déjà 3 ans et deux phases de 3 ans, c'est pas mal. Donc, par rapport à l'analyse que vous avez faite, bah, vous allez définir des objectifs, hein, pour votre équipe, des objectifs qui vont être collectifs, mais aussi des objectifs plus individuels. Sélectionnez des actions de formation, vous renseignez qu'est-ce qui existe comme organisme, de quoi vous avez besoin et quels sont les programmes ou les programmes sur mesure qui peuvent vous être proposés. Et puis une planification en priorisant selon les contraintes de la structure, des salariés, et puis ce qui est le plus urgent, hein. Se dire l'année prochaine, voilà, ça c'est indispensable, cette autre action de formation sera plutôt sur l'année suivante, etc. Un peu comme quand vous faites un projet d'établissement, sauf que là c'est vraiment sur la formation professionnelle. Après, vous aurez la mise en œuvre. Donc, il y a tout un côté logistique de voilà, prendre contact avec les organismes, faire réaliser des programmes sur mesure, des devis, faire les demandes de prise en charge, etc. Et puis communiquer auprès des salariés pour vous assurer que tout fonctionne bien, hein. C'est quand même une étape qui est, voilà, c'est le moment de la formation. Voilà, c'est important d'anticiper parce qu'on est souvent multi-employeur quand on est salarié dans une école en tant que professeur. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir participer facilement à des formations. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi pour que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Pour l'employeur, c'est aussi de prévoir si je fais des formations, bah, comment je libère mes salariés pour que ce soit faisable, qu'est-ce que je dois prévoir en termes de remplacement s'ils doivent s'absenter, etc. Et puis, vous avez une phase qui n'est pas toujours vraiment faite, mais qui est le suivi et l'évaluation. Comment se sont passées les actions de formation? Est-ce que ça produit les effets escomptés? Est-ce que les salariés déjà sont revenus enthousiastes ou pas? Est-ce qu'ils se sentent plus compétents? Et qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre effectivement au sein de la structure suite à ces formations? Et en fonction, il y a une phase d'ajustement. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de formation complémentaire à court, à moyen, à long terme? Est-ce que la formation a rempli vraiment les besoins où il faut plus de formation? Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est normalement à ne pas dissocier du projet d'établissement parce que ça le soutient sur cet aspect-là. Donc, si on veut maintenant faire prendre en charge une formation, on imagine que vous avez réalisé votre plan de développement des compétences, vous avez trouvé un organisme pour mettre en place une action et vous êtes prêt à aller faire la demande à Uniformation, donc qui est l'OPCO, comme je vous le disais, de la branche, qui va gérer vos demandes de formation en ce qu'on appelle intra, c'est-à-dire les formations à l'intérieur des équipes pour toute l'équipe ou une partie de l'équipe, et les formations aussi inter, qui sont les demandes individuelles. Un salarié a vu une action de formation qui est inter-établissement, donc il veut que vous l'inscriviez en mode individuel, eh bien vous allez aller sur Uniformation pour faire ça. Donc, de quoi vous avez besoin? Bon, évidemment de l'identité de l'organisme, en théorie vous l'avez, mais c'est surtout de bien avoir sous la main ce qui s'appelle le numéro SIRET et le numéro de déclaration d'activité parce que c'est ce que vous allez avoir besoin pour effectuer la demande.
le NDA, numéro de déclaration d'activité. C'est la déclaration en préfecture, c'est le numéro qui est donné par la préfecture lorsque l'organisme de formation se déclare. S'il n'y a pas ça, si l'organisme ne vous fournit pas quoi que ce soit, il y a un problème. Voilà. En général, c'est sur les devis ou c'est sur le site internet où vous le trouvez facilement. Si vous avez un formateur ou un organisme qui vous dit qu'il n'a pas de numéro de déclaration d'activité, n'y allez pas parce que ce n'est pas normal. Vous allez avoir besoin du programme de formation et du devis. Et le devis doit bien indiquer le coût TTC de l'action et des différents éléments. Il peut y avoir des frais de déplacement, etc. Donc, une fois que vous avez ces trois choses-là, eh bien, vous pouvez aller effectuer votre demande sur Uniformation. Donc, moi, je vais vous faire une prise en charge sur notre espace pour vous montrer, pour ceux qui ne l'auraient jamais fait. Je vais aller sur Uniformation, je vais changer mon partage d'écran. Voilà. Donc là, nous sommes sur le site d'Uniformation. Quand on arrive sur uniformation.fr, on a différentes choses, il y a de la documentation, etc. Ce qu'il faut voir, c'est surtout la partie en haut à droite, connexion. Quand vous êtes adhérent à Uniformation, vous avez un numéro d'adhérent et vous allez venir le renseigner ici. Donc là, vous renseignez d'abord votre situation. Donc vous êtes employeur, vous mettez votre numéro ICOM et le mot de passe de votre compte. Si vous ne vous en souvenez plus ou qu'il y a un problème, vous avez des solutions pour contacter Uniformation. Donc on se connecte. On a cette première partie, passerelle de connexion, voilà, continuer la navigation ou accéder à l'espace privé. Vous, ce que vous voulez, c'est pas être sur la partie publique, c'est être connecté à votre espace, il est là aussi. Donc on demande à accéder à l'espace privé. Et là, on retrouve tout ce qui concerne le compte que vous avez pour votre structure. Il y a différents onglets, il y a différentes informations, etc. Vous voyez, par exemple, il vous parle de Calliope, ici et ça. Donc, vous, ce qui va vous intéresser pour faire une demande de formation, ça va être mes dossiers et l'onglet saisir. On voit qu'on a plusieurs possibilités, avant, après, contrat de professionnalisation, etc. Donc vous, pour saisir, c'est logique de prendre la phase avant. Vous avez vos documents, vous voulez demander. Après, ce sera quand vous voulez clôturer l'action de formation, vous la faire payer, donner les documents, et vous retrouvez des choses dont on a parlé. Si vous voulez déposer un contrat de professionnalisation, si vous avez un salarié qui veut faire une reconversion, un contrat d'apprentissage ou du suivi. Donc on va aller sur avant, excusez-moi, et on se retrouve sur les étapes de saisie. Donc vous avez plusieurs possibilités, action de formation, bilan de compétences ou VAE, en fonction de ce que le salarié ou de ce que vous voulez faire. Donc on reste sur action de formation. Vous devez indiquer la date de début de formation. Donc si vous n'avez pas la date précise, vous mettez quelque chose qui environne. Donc je vais faire une déclaration que j'ai déjà faite, mais je vais refaire la même pour vous montrer. Donc là, c'est une formation pour Michel, justement. C'est une formation individuelle, donc qui démarrait le 8 juillet. Je vais taper le numéro de déclaration d'activité de l'organisme. C'est ce qui va permettre de l'identifier au sein de la base, de voir s'il est bien certifié Calliope comme il le dit. On tape le numéro sirène. Hop. Et on fait rechercher. Et là, voilà, on a l'organisme qui ressort. Donc, il faut bien que vous ayez les deux, parce que des fois, si vous mettez que l'un ou l'autre, ou que vous cherchez autrement, bien que les organismes soient référencés, ils ne sortent pas toujours. Donc là, j'ai trouvé mon organisme, je le sélectionne. On voit qu'il est certifié Calliope, on a toutes les informations. Intitulé libre. Alors des fois, quand il y a déjà des formations qui ont été demandées, Uniformation les enregistre, quand c'est des programmes récurrents. Si c'est un programme sur mesure, vous mettez intitulé libre. Celui-ci s'appelle Maintenance avancée des guitares, donc je pense que c'est le premier. Vous pouvez toujours le réécrire ici. Voilà. Les modalités pédagogiques, eh bien, c'est comment se déroule la formation. Donc là, c'est une formation présentielle.
ce n'est pas une formation qui mène à un diplôme d'État, hein, donc vous mettez non. Email contact adhérent, on met le contact où on veut être contacté par rapport à ce dossier. En général, c'est le même que celui de votre compte. La date de début de formation, donc là c'est du, je suis un petit peu loin, c'est du 8 juillet au 31 juillet, ça va s'étaler. Hein. La durée de la formation, le nombre d'heures. Donc là, on en a 49 répartis sur 7 jours. Le code postal de où se déroule la formation. Le lieu de la formation, action de formation. Voilà, donc là, on a tout. Est-ce que ça relève du développement professionnel continu des personnels de santé? Évidemment que non. Donc, je fais suivant. Et après, je vais mettre le ou les stagiaires. Donc, quand c'est une intra, en général, vous allez en avoir plusieurs. Pour la prise en charge sur une intra et une formation, il faut un minimum de 5 salariés. Là, c'est une formation individuelle, donc j'ai déjà un certain nombre de salariés qui sont là. Je vais choisir Michel et il apparaît ici. Info complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, moi j'avais complété toutes les informations concernant. Quand c'est incomplet, vous avez un petit pictogramme qui vous permet de compléter sur le ou les salariés. Avant-dernière étape, le coût pédagogique. Donc, eux, ils sont exonérés de TVA. Le coût pédagogique est de 2 205 €. Hop. Rémunération du personnel en formation. Est-ce que il va être rémunéré pendant qu'il sera en formation ou pas? Et est-ce qu'il sera remplacé? Donc là, c'est sur une période où non. Voilà, donc il n'y a pas de rémunération associée dans ce cas-là. Et là, vous avez s'il a besoin d'être hébergé, s'il y a des repas, s'il y a un barème kilométrique. Donc ça, je l'avais calculé. J'ai plus les chiffres en tête. Il faut bien le voir. Il y a un barème sur une formation pour la restauration. Vous avez droit à un volume maximum. Donc il faut à la fois voilà, trouver un hébergement qui rentre dedans et déclarer ce dont vous avez besoin. Donc là, je ne mets rien. Et sur la déclaration réalisée, j'ai mis effectivement quelque chose. Donc c'est à voir aussi avec le salarié, hein, en fonction de où c'est, comment ça se passe, s'il a besoin d'être hébergé, comment il compte y aller. Bien sûr, le train est privilégié. Après, vous pouvez être amené à y aller en voiture. Moi, je ne vais faire que ça pour cette demande-là. Donc après, j'ai la dernière étape qui est la vérification. Donc je peux revenir à chaque étape si je pense que j'ai mal mis quelque chose ou je ne suis pas sûre, notamment sur voilà, la question de l'hébergement, de ces choses-là. Je peux avoir saisi ça, ça me le garde en mémoire. J'appelle mon salarié, j'y reviens pour mettre tout ça. Et après, je fais suivant. Et là, on me dit, il me faut le devis, il me faut le programme de formation, et ça, FNE, demande de subvention, ça ne me concerne pas. C'était des dispositions particulières liées notamment au Covid. Donc, une fois que j'ai tout rempli, que je suis sûre de ce que je mets, je clique sur transmettre en ligne les pièces. Et là, je trouve ma demande d'aide financière, hein, donc celle que j'ai faite, la vraie, elle a été faite le 6 mai, on voit toutes les autres qui ont été effectuées avant. Donc demande d'aide financière et pour déposer les pièces, je vais cliquer là-dessus, sur l'icône du disque dur, hein, qui était juste avant, je peux vous remontrer. C'est juste là, hop, et je vais sélectionner le devis et le programme de formation. Vous sélectionnez le fichier, vous avez un pop-up qui apparaît, vous cliquez sur transmettre. Je vais le faire réellement pour que vous voyez. Je vais pas avoir mon pop-up, mais c'est pas grave. Donc le devis d'abord. Voilà, donc je fais transmettre, il s'ajoute ici. Le programme de formation, pareil, il apparaît ici, et après je clique sur envoyer les pièces. Donc je ne vais pas le faire parce que cette demande, je l'ai déjà effectuée et je la supprimerai. Je vais quitter ici et voilà, fermer. Et si je veux la mettre à la corbeille, ça se passe
là. Donc voilà, c'est assez simple, c'est très rapide, du temps que vous avez, votre, programme qui a été constitué, que vous avez votre devis, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, eh bien, il n'y a plus qu'à, aller le déposer sur Uniformation. Ça a pris, quelques minutes, c'est pas très complexe à, remplir. À partir de là, c'est envoyé, une fois que vous avez validé, au service d'Uniformation qui vont étudier la demande. Il y a des, barèmes, des volumes, assez importants d'ailleurs. Vous avez droit à l'équivalent de 3 demandes à hauteur de 5 000 € chacune pour les formations, par an. Donc c'est quand même, assez important. Vous pouvez facilement financer la formation de vos salariés. Le délai d'études théoriques est fixé à 3 semaines. Des fois, vous avez une réponse dans les 3 semaines, des fois ça prend un petit peu plus de temps. C'est important de bien anticiper, d'une part, pour pas être coincé au cas où l'action finalement ne serait pas financée ou pas financée en totalité. D'autre part, parce que plus vous attendez au niveau de l'année, plus les fonds de formation diminuent forcément, hein, ils sont, remis entre guillemets «à neuf» en janvier, au début de l'année civile. Bah, les crédits sont moins importants quand vous arrivez en octobre ou en novembre. Donc, plus vous faites la demande tôt, plus vous avez facilement l'accord. À noter que vous ne recevez pas forcément une notification, d'Uniformation vous disant que ça a été accepté ou rejeté, hein. En général, on ne reçoit rien. C'est à vous d'aller voir sur votre espace, dans la partie où on était tout à l'heure, suivi des dossiers, si la décision a été, l'action a été, acceptée. Vous avez un courrier que vous pouvez télécharger après, qui vous indique, voilà, l'acceptation avec la hauteur, du financement. Et un dernier élément pour vous dire aussi, pour libérer vos salariés si vous les envoyez en formation, eh bien, Uniformation prendra en charge le salaire d'un remplaçant. Il faut l'indiquer, il y avait une grille, qui était, enfin, il y avait une partie où vous pouviez l'indiquer. Donc, pour faciliter, voilà, la formation, hein, parce que c'est du temps de travail. Heu, voilà, l'idée, c'est pas de demander aux gens d'aller, effectuer 3 ou 4 heures de cours à la fin d'une journée, puisqu'ils auront déjà travaillé l'équivalent de 6 à 7 heures en fonction de la formation, mais bien de les libérer pour que ce soit pas un frein et que vous soyez, en train de remplir vos obligations légales. Et Uniformation, elle, financera voilà, le salaire d'un remplaçant. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez, important d'anticiper sur, ces aspects-là. J'ai terminé pour tout ce que j'avais, à vous dire. Donc, j'ai réactivé la possibilité pour vous de poser vos questions. Vous pouvez les poser en direct en ouvrant votre micro ou, par le chat. Donc nous sommes à votre écoute si vous avez des questions.